un jour, quand tu viendras, nous t'en ferons voir de grands espaces. Un jour, quand tu viendras, pour toi nous retiendrons le temps qui passe. Nous te ferons la fête. D'ailleurs, c'est pas avoir un esprit, moi, vous savez pourquoi? Séquence numéro 2, celle de James Bamber, qui lui s'est imposé la tâche de traverser avec une vitesse fulgurante tous les pavillons de l'île Notre-Dame. Il cueillait des instantanés, il captait les divers éléments d'intérêt de ces pavillons. En passant, la présence de la caméra et du son distrait toujours les enfants. Preuve, c'est qu'il les attirait partout sur son passage. C'était pour les enfants une source supplémentaire d'émerveillement. Alors du Japon à l'URSS, en passant par la Thaïlande, le Mexique, c'était vraiment la terre des hommes qu'a vécu James Bamber et dont il va nous parler maintenant. Mais tout ça commence par le pavillon américain. Du reste, ce pavillon américain, James Bamber, est un des plus beaux à l'extérieur, en tout cas, c'est du moins ce que l'on en dit. Et au fond, comment est-il apprécié? D'un côté, vous avez les visiteurs qui disent que cette bulle de M. Fowler, l'architecte philosophe, est une tête vide. De l'autre, vous avez ceux qui vantent sa sobriété, sa légèreté et aussi une certaine audace. Mais tout le monde s'entend pour dire que la bulle américaine, vue de l'extérieur, est un des hauts lieux de l'expo. On peut toujours visiter le pavillon américain, mais en mini-rail, mais on se priverait à ce moment-là du plaisir de voir les capsules américaines, des vraies celles-là, qui ont reçu le baptême de l'air. Ce sont les Apollo, celles-là? Justement, oui. Mais alors, quelle est la réaction des visiteurs au cours de leur visite du pavillon américain? Un peu celle de pèlerins dans une basilique. Ils sont calmes, ils sont dignes et ils parlent très bas. Il y a dans ce pavillon américain d'immenses photos d'acteurs américains. Il y a, je crois, Jean Harlow, Clark Gable. C'est ce que les gens aiment le moins, je crois. Ben, je pense que oui. Au fond, c'est du connu, ça. Et quand on veut visiter une exposition, on veut un petit peu se dépayser. C'est partie de notre folklore. Puis alors, en sortant du pavillon américain, ben, il y a, comme on disait tout à l'heure, ce très grand pont du Cosmos. Et on n'a qu'à l'emprunter pour se trouver presque en territoire soviétique. Et le changement d'atmosphère est marqué dès qu'on aperçoit la faucille et le marteau. Oui, il est peut-être surtout marqué le plus pour les visiteurs américains à qui on a dit dans les textes publicitaires que la Russie construisait quelque chose de fantastique à 45 000 de leurs frontières. Et à l'intérieur du pavillon, James Bamber, est-ce qu'il y a la même réserve, enfin ce même recueillement dont vous parliez tout à l'heure, que celui que l'on sent chez les Américains? Non, pas du tout. D'abord, c'est très très bruyant. Et dans le pavillon américain, on devait suivre le même trajet que tout le monde. Chez les Russes, cependant, on peut se disperser aux quatre coins de l'immense pavillon. Autant le pavillon américain pouvait sembler vide par rapport à l'espace qu'il occupe, autant le pavillon russe, lui, est rempli de gauche à droite, de l'avant à l'arrière et de haut en bas. Ce qui frappe un petit peu aussi quand on se promène dans le pavillon soviétique, c'est de voir tous ces textes où l'on vante des réalisations du régime soviétique dans tous les domaines d'éducation. Enfin, ils sont très fiers de ces réalisations. On parle par exemple d'un alphabétisme qui régnait dans le pays à l'époque de la Révolution, ce qui est révolu maintenant. À ce point que certains parlent de propagande. Bon, vous savez qu'une exposition universelle, c'est toujours un peu matière à propagande, quel que soit le pays qui expose. Dites-moi, est-ce que c'est une paysanne russe, tout échappée des steppes de la Sibérie qu'on voit sur l'écran maintenant? On dirait bien, mais non, c'est une chicoutimienne. Les gens de Chicoutimi sont venus à l'expo en fin de semaine, habillés du costume de leur carnaval de 1867. Ils sont venus en bateau.
Pas dans celui-là, tout de même. Non, sûrement pas. J'en doute pas. Ben, ça, c'est, je crois, le grand arbre stylisé du pavillon canadien. Puis là, on ne peut pas se tromper. C'est le RCM Peak. C'est clair. Il semble que le pavillon canadien ait été assez lent à démarrer, du moins pour les 2 premiers jours, c'est-à-dire assez lent à attirer les gens. Mais hier, il y avait une longue file qui attendait pour y entrer. C'est un peu comme devant le pavillon américain et devant le pavillon russe. On reproche un peu au pavillon canadien le caractère abstrait de ces éléments d'exposition. Je pense qu'il y a des journaux, par exemple le New York Times, qui disait que le pavillon canadien, enfin tout au moins la partie canadienne de l'exposition, était en soi une exposition, je crois. Et le même journal, le New York Times, disait que le pavillon du Québec, qu'il est pour l'exposition 1967, ce que le pavillon de Barcelone, dessiné par Van der Rohe, a été pour l'exposition de Barcelone de 1929, c'est-à-dire une conception qui est de nature à influencer l'architecture à venir. Le pavillon du Québec, lorsque vous le voyez de l'extérieur, est l'un vraiment des plus beaux à voir, des plus reposants à voir. Il est extraordinaire avec ces grandes glaces de verre dépoli. On a pu apercevoir tout à l'heure très rapidement enfin, la réflexion du pavillon français. Puis à l'intérieur, il y a tous ces mobiles qui tournent. C'est assez impressionnant. C'est peut-être un peu froid, cependant. Peut-être. Certains disent ça, oui. Je ne vous demande pas d'être de mon avis. Il y a quelque chose que la caméra n'a pas pu montrer parce qu'il s'était trop sombre, c'est les élévateurs, où on passe par différentes saisons et où on entend une très belle musique. Et au fond, là, c'est le pavillon de la province d'Ontario, je crois. De l'Ontario, oui, qui fait un peu penser au pavillon allemand à cause de sa toiture. Est-ce que vous pensez que tous ces pavillons, on puisse les voir en 3 ou 4 jours? C'est une question qui nous a été posée assez fréquemment depuis quelques temps. Est-ce qu'une exposition de Montréal, l'exposition universelle, puisse se visiter en 3 ou 4 jours? Eh bien, tout dépend de ce qu'on veut voir, tout dépend de la curiosité de chacun et aussi de l'endurance de chacun. On peut visiter, je crois, le pavillon américain en quelques heures parce que, semble-t-il, il est conçu pour ça. Quant au pavillon russe et canadien, pour les bien voir, il faudra y passer peut-être une bonne journée. Ça, ce sont les mariachis de Mexico. Toda la semana, domingo fuera. Ya, 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 ya. ¡Hola! Ouais, même si le vent qui soufflait sur les îles était un petit peu frisquet, surtout vendredi et samedi, ça n'empêche pas que les mariachis mettaient beaucoup de cœur dans leur interprétation et puis réchauffaient singulièrement l'atmosphère. Mariachis, eh bien, ce sont les musiciens de Mexico, c'est le folklore de Mexico. Pour ceux qui voudraient se reposer en voyant des choses un peu plus petites que les grands pavillons, eh bien, il y a les pavillons des petits pays, l'Islande, la Finlande, Haïti, Cuba, le Koweït, la Corée. Et il y a aussi Formose qui, en l'absence de la Chine continentale, s'affiche comme la République populaire de Chine. Excusez-moi, comme la République de Chine.
Ces petits pavillons sont parmi ceux où l'on rencontre le plus de monde qui attendent pour y entrer. Je comprends, on est en plein exotisme à ce moment-là. Celui-là, par exemple, quel est-il? C'est une pagode du XVIIIe siècle. On dirait à voir les gens qui veulent y aller que la foule est bouddhique. Mais bouddhique ou pas, enfin, la foule vaque tout de même à ses occupations, qui peuvent être, par exemple, d'étudier le plan de l'île Notre-Dame ou de se reposer, car au fond, il faut l'avouer, l'exposition universelle, ça peut être éreintant. Voilà des gens qui sont arrivés tôt le matin. Et c'est le pavillon de la Tchécoslovaquie. Le pavillon de la Tchécoslovaquie, lui, n'est pas un petit pavillon. Il est même l'un des plus coûteux de l'expo. Il a coûté 10 millions de dollars. Mais alors pourquoi un pareil investissement de la part d'un pays qui ne passe pas pour être si riche lui-même? Bien, c'est que à l'expo de Bruxelles, la Tchécoslovaquie avait remporté en tout 172 prix, dont le prix du meilleur pavillon. Ceux qui, à l'expo, voudront voir des travaux de verre n'auront qu'à s'adresser au pavillon de la Tchécoslovaquie. Un pavillon thématique. Délaissés un peu les 2 premiers jours, peut-être parce que leur extérieur semble jeter une note de sévérité dans l'expo, les pavillons thématiques sont parmi les plus valables de l'expo. Ils sont au nombre de 6. Le génie créateur de l'homme, l'homme interroge l'univers, l'homme à l'œuvre, l'homme dans la cité, l'homme et la santé, l'homme et l'agriculture. Et voici Habitat. Alors, c'est populaire, Habitat 67. Est-ce qu'on visite beaucoup ces domiciles nouveaux genres? Jusqu'ici, Habitat, c'est assez mal tiré du concours de popularité. Et pourquoi? Eh bien, il faut dire que la majorité des visiteurs arrivent à l'expo par le métro sur l'île Sainte-Hélène, c'est-à-dire loin d'Habitat. Il faut dire aussi que lorsqu'on a passé une journée au centre de l'expo, il reste assez peu d'énergie pour se rendre jusqu'à Habitat. Ça doit pourtant pas être désagréable de s'y reposer un petit peu, en juger par ces images. C'est peut-être un des endroits les plus reposants de l'expo. Vous y êtes allé? Bien sûr. Il y a ceux qui arrivent par la place d'accueil qui pourraient visiter facilement Habitat, mais ils sont peut-être trop pressés de se rendre au cœur même de l'expo pour s'y arrêter. Nous sommes revenus au centre même de l'expo. Et voici le pavillon français. Après le pavillon américain et le pavillon russe, il semble que le pavillon français soit le plus populaire. Vous y avez mangé au pavillon français, James Bamber? Non, il semble que sa cuisine soit si courue que non seulement je n'y ai pas mangé, mais j'ai encore rencontré personne qui ait réussi à entrer dans un de ses restaurants. Les visiteurs américains qui sortent du pavillon français ont un mot pour le juger. Ils disent « sophisticated », très sophistiqué. C'est vrai que le pavillon français a beaucoup de panache. Et est-ce que celui de la Grande-Bretagne en a autant? Est-ce qu'il est sophistiqué aussi? Il semble plus solide, plus mâle. Son constructeur l'a appelé une île sur une île pour bien exprimer le caractère, l'esprit britannique. L'Union Jack que nous avons vu tout à l'heure veut dire, l'Union Jack non fini veut dire que l'Angleterre n'a pas fini de donner au monde, toujours selon
le constructeur du pavillon. M'est-il permis d'ajouter que les hôtesses portent les mini-jupes au pavillon d'Angleterre? Enfin, là, c'est le Japon qu'on vient de voir. On retrouve des images qui nous sont familières du Japon. Et qui se passent de commentaires. Oui, les geisha girls. C'est le symbole même de l'hospitalité. Il faut également, vous savez, voir l'expo en soirée. Mais alors, en soirée, il faudrait peut-être se préparer à se faire beaucoup bousculer par la foule, parce qu'il semble que la foule soit plus nombreuse en soirée que, du moins, qu'au début de l'après-midi. Ben, justement, est-ce qu'on ne devrait pas reculer un petit peu l'heure de fermeture des pavillons? C'est 9h30 maintenant, je crois. Actuellement, c'est 9h30, mais il semble que beaucoup de gens souhaitent que ce soit 10h30, pour permettre à ceux qui travaillent le jour et qui veulent visiter le soir de s'y rendre. Dans ce pays de fable, entre deux océans, on fait à chaque table une place qui t'attend. Un jour, quand tu viendras, nous t'en ferons voir de grands espaces. Michel Gaudet, président.